Peuple congolais, mes chers compatriotes, en cette période de fin d'année, parfois délicate, je me permets, en mon nom personnel et au nom du Rassemblement des forces du changement, d'adresser à chaque famille les vœux de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Pour les familles qui le peuvent, pour celles qui sont en peine, pour différentes raisons, je leur présente toute ma compassion et toute ma solidarité. Compte rendu de la 13e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents, élargie au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC. Le Conseil des présidents et le secrétariat général du Rassemblement des forces du changement se sont retrouvés en visioconférence le dimanche 21 décembre 2025 de 15h à 18h30 pour la 13e réunion hebdomadaire élargie. Comme à l'accoutumée, la réunion était présidée par M. Clément Mirassa, président, le Dr Marcel Nguitokoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, aux côtés desquels siégeaient activement les membres du comité permanent que sont M. Christian Cyr Rodrigue Mayanda, président en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse, M. Jean-Pierre Agningoy, président en charge des relations avec les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Le secrétariat général, par les soins de M. Timoléon Kedi, a présenté l'ordre du jour dont la charpente est faite de 4 points essentiels, à savoir, grand 1, la vie interne du Rassemblement des forces du changement. Petit 1, la rencontre avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. Grand 2, la vie socio-politique et économique nationale. Petit 1, critique sur le livre bilan du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Petit 2, des suites relatives à la tenue du 6e congrès du PCT, parti au pouvoir. Grand 3, la vie politique internationale. Petit 1, interpellation au Portugal de Mme Ambalou Oumarou. Petit 2, la tentative de coup d'État au Bénin. Devant un quorum atteint, les points inscrits à l'ordre du jour sont adoptés avec amendement. Dans le prononcé de son mot d'ouverture, le président Mirassa a sensibilisé les participants sur les atteintes des populations. Le changement ne peut rimer avec déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais, bien au contraire, il s'agit de répondre aux besoins du peuple mandant par la justice sociale, l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques et le droit équitable pour tous. Plus jamais, tout pour les politiques et rien que pour les politiques. Le changement est d'abord celui des mentalités, tant des acteurs politiques que des populations. Dans une lucidité habituelle, le président a rappelé que le combat n'est pas aisé, tant les mentalités sont plus dures à casser que les atomes, en citant le célèbre Albert Einstein. Grand 1, la vie interne du Rassemblement des forces du changement. Petit 1, la rencontre avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. La rencontre de haut niveau tenue le 20 décembre 2025 au siège des Nations Unies à Brazzaville entre le Rassemblement des forces du changement, conduit par M. le Président Clément Mirassa et M. Abdou Abari, représentant spécial
du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA, constitue une étape politique majeure de la reconnaissance du RFC comme acteur central et crédible de la scène politique congolaise. S'inscrivant dans une mission régionale d'écoute et d'analyse du système des Nations Unies à l'approche des échéances électorales, cette audience témoigne du rayonnement croissant du RFC, désormais identifié par les partenaires internationaux comme une force structurée, porteuse d'une vision claire, cohérente et responsable pour l'avenir du Congo. Le choix du RFC parmi les interlocuteurs privilégiés du représentant spécial illustre la place qu'il occupe désormais, tant au niveau national qu'international, dans le débat politique et démocratique. Au cours d'échanges francs, approfondis et respectueux, le RFC a présenté une lecture lucide et documentée de la situation politique, institutionnelle, économique, sociale et sécuritaire dans le pays. La délégation a su démontrer sa maîtrise des enjeux nationaux, son attachement à l'état de droit, à la Constitution, aux droits humains et à une gouvernance électorale crédible. À travers un diagnostic rigoureux, le RFC a mis en évidence les causes structurelles de la crise congolaise, tout en formulant des propositions claires et responsables, fondées sur le dialogue inclusif, la réforme des institutions et la restauration de la souveraineté. Cette rencontre a également permis au RFC d'adresser, par le canal des Nations Unies, des messages politiques forts aux autorités nationales, consolidant ainsi son rôle de porte-voix des aspirations profondes du peuple congolais. En affirmant son refus de cautionner des processus électoraux dénués de crédibilité, le RFC s'est positionné avec constance et courage comme une force de principe guidée non par des intérêts conjoncturels, mais par une vision de transformation durable de l'État. Les propos conclusifs du représentant spécial des Nations Unies ont, par ailleurs, consacré la pertinence et la maturité de la démarche du RFC. En saluant la qualité des échanges, la clarté des analyses et la cohérence du discours porté par la délégation, M. Abdou Abari a encouragé le RFC à poursuivre son travail d'organisation, de structuration et de mobilisation, tout en soulignant l'importance des relations régulières et anticipées avec la communauté internationale. Au-delà de la rencontre elle-même, cet échange marque une reconnaissance internationale du RFC comme une force politique incontournable, capable de dialoguer d'égal à égal avec des partenaires multilatéraux, de porter une vision alternative crédible et de contribuer activement à la stabilité démocratique et institutionnelle du Congo. Il confirme que le RFC n'est pas seulement une plateforme d'opposition, mais un acteur de référence, engagé dans une dynamique de responsabilité, de cohérence et d'ouverture au service du changement et de l'alternance démocratique. Grand 2. La vie sociopolitique nationale. Petit 1. Du regard critique sur le livre blanc du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Le premier vice-président, le docteur Marcel Guitokoulou, a livré devant le Conseil des présidents sa vision critique du bilan économique du couple PCT Parti État et Denis Sassou Nguesso. Le bilan politique et social étant projeté au 28 décembre 2028 lors du 14e
Conseil des présidents. Dans une entrée déguisée en campagne électorale, le président candidat a publié un livre bilan de son mandat finissant aux commandes du Congo. C'est l'occasion rêvée des courtisans de la République d'en faire l'écho dans le pays aux fins d'un nouvel adoubement. En vérité, cette littérature propagandiste est pauvre pour les populations, masque la médiocrité et l'incompétence au sommet de l'État. Une autorité de l'État dissoute dans le clanisme, le népotisme, la concussion et l'amateurisme des ministres sans vision en charge d'exécuter le programme du champion, usé par le temps et prisonnier du culte de la personnalité. Pour le rassemblement des forces du changement, il ne s'agit point de juger un arrêt sur image des 5 dernières années, mais plutôt un règne. En effet, au crépuscule de la vie politique publique agitée, obscure et mitigée du président de la République, le peuple ne juge plus un quinquennat, mais plutôt un règne de 42 ans, qui a plongé le pays dans une nuit noire. Un règne sans écoute, sans dialogue et sans partage. Un règne d'oppression et de privation pour les Congolaises et les Congolais. Il est vrai que dans un jugement nuancé, on peut reconnaître quelques infrastructures réalisées, comme l'axe routier Brazzaville-Pointe-Noire, quelques hôpitaux généraux et des biens de prestige comme les tours jumelles, mais il faut regretter les coûts exorbitants des éléphants blancs et le financement par un endettement effréné. Un peuple qui a faim n'est ni libre ni en paix. Cette maxime résume à elle seule la vision économique biaisée du président de la République. Les théories de développement autocentrées et autodynamiques, le marxisme tropical et de la municipalisation accélérée se soldent par des échecs patents et sans impact positif sur la vie quotidienne des familles. Et pourtant, le pays n'a pas manqué d'opportunités pour redresser la situation économique, avec des périodes fastes du pétrole et de l'initiative PPTE en 2010. Dans sa gouvernance, le président a été incapable de tirer les leçons des plans d'ajustement structurel connus par le pays dans les années 80. Cette spirale négative de l'économie nationale comprend au moins 2 niveaux. D'abord, l'accroissement des déséquilibres financiers intérieurs et extérieurs, responsable d'une baisse du taux de croissance, traduisant la baisse des revenus réels par habitant. Enfin, l'augmentation chronique des taux d'inflation par la dépense aux importations et la perturbation des chaînes d'approvisionnement dont les corollaires sont l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, surtout ceux à revenus fixes, l'instabilité économique par la baisse des investissements, l'augmentation du coût de la vie, la détérioration des conditions de vie sociale des plus vulnérables. Les investissements dans les grands travaux ambitieux induisent le gonflement des dépenses courantes du secteur public, sans augmentation parallèle des recettes publiques et d'exportation. Il s'ensuit à chaque fois des déficits budgétaires colossaux, financiers de tout le temps par les banques nationales et les emprunts extérieurs. Ainsi, pendant que tout le règne, le Congo n'a connu que le cercle vicieux de la récession économique et de la crise des finances publiques, en privilégiant l'endettement extérieur comme source de financement des investissements, puis les infrastructures et les entreprises d'État comme cible de ces investissements. Enfin, d'avoir manqué de rigueur dans la gestion du budget d'investissement. Le Congo est condamné à vivre sous perfusion du Fonds monétaire international.
Le président est responsable de cette mésaventure économique, bloquant le pays à la première marche d'une croissance inclusive créatrice d'emplois. Le point de mire de cette gestion calamiteuse est en 2025 une dette colossale, dépassant les 70% du produit intérieur brut concédé par la CEMAC, c'est-à-dire un pays en quasi-cessation de paiement. Le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, restera à jamais le visage de la dette congolaise. L'examen du stock de la dette publique sur la période 2020-2024 met en évidence une dynamique haussière soutenue de l'endettement. Le stock de la dette publique qui s'élevait à 6 596,13 milliards de francs CFA en 2020 a enregistré une progression considérable pour atteindre 8 130 milliards, 56 de francs CFA en 2021, soit une hausse en glissement annuel de 23,26%. Cette tendance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, avec un stock de la dette publique atteignant 8 535,77 milliards de francs CFA en 2024, traduisant une augmentation de 29,41% sur l'ensemble de la période. Cette évolution reflète une accumulation soutenue de passifs publics en lien avec les besoins accrus de financement budgétaire et les réponses aux chocs exogènes. L'expansion modérée de l'économie nationale ne se traduit pas par une réduction significative du taux de pauvreté, se situant à 46,8%. Dégradation des divers indicateurs, taux de mortalité des moins de 5 ans à 45 pour 1000, taux de scolarisation des filles 46%, accès en eau potable et en électricité en milieu rural 47 et 51,3%, etc. La diversification économique est restée embryonnaire, sans conséquence sur l'emploi généralisé. Taux de chômage des jeunes à 41%. L'État, toujours dispendieux, les recettes augmentent 25,1 du PIB en 2024 contre 24,3% en 2023. Parallèlement aux recettes, 22,4% du PIB en 2024 contre 20,7% en 2023. On le voit, dans le passé comme dans l'avenir, l'endettement est le problème clé de la gestion des ressources publiques, car il est le point aveugle de cette gestion. Les dépassements budgétaires creusent les déficits au moment même où le retour à l'épargne, ou du moins à l'équilibre, s'imposerait. Prisonnier d'un modèle qui sacrifie à la fois l'investissement massif et la redistribution, le système est ainsi complètement soumis aux fluctuations externes. Le 2 novembre 1979, une livraison des marchés tropicaux indiquait les déficits cumulés des budgets depuis plus de 10 ans ont conduit le Trésor public dans une impasse. La nécessité d'assurer le paiement mensuel des salaires, grâce parfois aux prêts des pays frères, n'a pas permis de faire face à toutes les dépenses courantes. Des économies ont été pratiquées sur les moyens des services au détriment du bon fonctionnement de l'administration et des sociétés d'État. La dette intérieure s'est gonflée, entraînant le refus des fournisseurs de consentir les facilités commerciales habituelles. Ce constat, fait en 1979,
pourrait être repris mot pour mot en 2025 en donnant aux chiffres un coefficient multiplicateur reflétant l'emballement de la machine et l'amplification de la crise financière du pays. À l'analyse critique des performances économiques et sociales du Congo sous Denis Sassou Nguesso, le RFC propose d'agir au moins sur deux axes. Petit a, d'abord le développement économique par la promotion des industries autres que l'extraction des ressources naturelles, notamment les industries agroalimentaires et minières, pour mieux valoriser les ressources naturelles du pays. La promotion des politiques de transformation du secteur agricole à travers la promotion du contenu local, ce qui contribuerait à améliorer les rendements agricoles, réduire la dépendance aux importations des denrées alimentaires et par ricochet la pression sur les prix. La promotion de la consolidation budgétaire à travers notamment en élargissant la base fiscale et en améliorant la collecte des impôts pour augmenter les recettes publiques. L'amélioration de la qualité des dépenses publiques en augmentant les investissements dans les secteurs prioritaires. L'amélioration de la qualité des dépenses publiques en augmentant les investissements dans les secteurs prioritaires. Petit b. Ensuite, le développement social par la mise en œuvre des stratégies efficientes pour la réduction de la pauvreté. Les programmes de protection sociale dans le cadre de systèmes de sécurité sociale qui accordent la priorité à la couverture des soins de santé et au soutien des enfants, des chômeurs, des personnes âgées et d'autres groupes vulnérables. Le développement des compétences compatibles aux besoins des marchés locaux et régionaux de l'emploi et aux évolutions du monde professionnel, y compris l'utilisation appropriée du numérique et de l'intelligence artificielle. La collaboration du secteur privé à l'élaboration et à la gestion des programmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle afin de garantir le recours aux besoins en compétences spécifiques à l'industrie. La mobilisation des ressources nationales et notamment d'investissements publics pour renforcer la viabilité des systèmes de santé et réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Petit 2. Des suites relatives à la tenue du 6e congrès du PCT, parti au pouvoir. Un congrès de plus, une imposture de trop. La prochaine tenue du congrès du Parti congolais du travail, PCT, n'est rien d'autre qu'une grande mise en scène politique, une grande messe creuse destinée à donner l'illusion du mouvement là où règne en réalité l'immobilisme le plus cynique. Après plus d'un demi-siècle d'exercice quasi exclusif du pouvoir, ce parti n'a plus rien à proposer au Congo, si ce n'est la reproduction mécanique d'un système corrompu et prédateur. 50 ans de pouvoir, 50 ans de désastre. Le PCT a gouverné sans partage, sans contrainte et sans excuses. Le bilan est catastrophique. L'économie est exsangue. Malgré les richesses naturelles, la dette étranglant les générations futures. Le tissu social est délabré, la jeunesse abandonnée et l'État réduit à un instrument de rente au service d'une minorité. La corruption n'est plus un accident du système, elle est le système. Un congrès verrouillé sans débat ni conscience. Ce congrès ne sera ni un moment de réflexion, ni un espace de contradiction, encore moins un acte de responsabilité historique. Il s'agira essentiellement de désigner ou consacrer
le futur candidat à la présidentielle de resserrer les rangs autour du chef et de célébrer la continuité d'un pouvoir confisqué. Toute tentative de critique interne est étouffée, toute aspiration au renouvellement neutralisé. Le PCT ne réforme pas, il se protège. La consécration de la prévarication et la pérennisation de la misère. Au sortir de ce congrès, rien ne changera pour le peuple congolais. Les discours triomphalistes n'empliront pas les ventres vides. Les poches des Congolais resteront désespérément creuses. La misère du peuple ne sera pas résolue. Les larmes du peuple continueront de couler, tandis que les comptes de la nomenclatura dans les paradis fiscaux seront davantage approvisionnés. Ce congrès ne fera que sanctuariser la culture de la prédation où les ressources de l'État sont confisquées par une élite pendant que la majorité s'enfonce dans la misère. Il actera une fois de plus la volonté du PCT de gouverner contre le peuple et non pour lui. Un parti hors du temps et hors du peuple, déconnecté des réalités sociales, sourd aux souffrances populaires, le PCT fonctionne désormais comme une oligarchie fermée, obsédée par sa survie politique. Il ne s'agit plus de développement, ni de progrès, ni même de gouvernance, mais uniquement de pérenniser un pouvoir usé au prix de l'appauvrissement généralisé. La continuité comme projet, la misère comme horizon, ce congrès ne portera aucune espérance, il incarnera, au contraire, la confirmation assumée de l'échec, la glorification de l'irresponsabilité et la perpétuation d'un système qui a fait du Congo un pays riche, peuplé de pauvres. Tant que le PCT refusera toute remise en cause réelle et toute ouverture démocratique, il restera non pas une solution, mais le cœur du problème. Grand 3, la vie politique internationale. Le deuxième vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a présenté à l'Assemblée un carrousel de l'actualité africaine sur deux événements qui ont mis à mal la crédibilité de la démocratie en Afrique. Petit 1, la vie de déboire de la famille Ambalo, président déchu de la Guinée-Bissau. Il a rapporté des publications sur l'épouse de M. Umaru Sissoko Embaló, arrêté le 14 décembre 2025 au Portugal, et les 5 millions d'euros, soit 3,28 milliards de francs CFA. La femme du président Bissau guinéen, déchu, Umaru Sissoko Embaló, a été mise en examen au Portugal pour soupçon de contrebande et blanchissement de capitaux, a annoncé mardi 16 décembre la police judiciaire portugaise. Dinizia Reis Embaló était arrivé à Lisbonne avec un autre passager, le présumé M. Tito Gomes Fernandes, son proche collaborateur, souvent présenté comme chef de protocole de l'homme d'affaires, qui avait été arrêté pour les mêmes motifs. Le RFC constate que cette affaire met en lumière les liens troubles entre pouvoir politique et circulation opaque des capitaux. Elle illustre aussi la vigilance accrue des États européens face aux flux financiers suspects, notamment en provenance des pays fragiles institutionnellement. La Guinée-Bissau, déjà marquée par une réputation de narco-État, voit son image davantage écornée. Le Nigeria,
a annoncé le 1er décembre 2025 avoir accordé l'asile politique à Fernando Dias, candidat de l'opposition à la présidentielle du 23 novembre 2025 en Guinée-Bissau. Petit 2. La vie politique au Bénin après le coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Une tentative de déstabilisation des institutions béninoises a été annoncée par les autorités. Des arrestations ont eu lieu impliquant des acteurs civils et militaires soupçonnés de vouloir renverser l'ordre constitutionnel. Selon le journal Le Point du 10 décembre 2025, la tentative de coup d'État déjouée au Bénin a mis en lumière une intervention française discrète mais décisive. Selon l'Élysée, Paris a proposé un appui de surveillance, d'observation et de soutien logistique aux forces loyalistes à la demande de Cotonou. La question est, jusqu'où cette assistance peut-elle aller sans franchir la ligne rouge de l'ingérence? Le RFC constate que le Bénin, longtemps cité comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, montre des signes de fragilisation politique. La centralisation du pouvoir, la réduction de l'espace politique et les tensions entre opposition et pouvoir créent un terrain propice aux ruptures institutionnelles. Même si la tentative a échoué, elle révèle un malaise profond au sein de certaines élites. 4. Conclusion. À la lumière des débats fructueux et animés de ce 13e Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du RFC, le président Mirassa a renouvelé sa confiance aux différents cadres de la plateforme politique. Il les encourage à redoubler d'efforts dans la conscientisation des populations autour de la crise multidimensionnelle du pays, dont le président Denis Sassou Nguesso est le visage emblématique. Il appelle le peuple congolais à se libérer des peurs pour exprimer à la face du monde son désir de changement véritable. L'alternance politique est à ce prix. Faite à Brazzaville pour le Rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Vitougoulou, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.